Bonjour à tous. Bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes, ça fait un peu télévisé, mais vous êtes très nombreux en fait à participer à ce séminaire, ce qui prouve que le marché de capacité est un sujet qui intéresse. On avait eu l'occasion d'en parler en novembre dernier, mais on avait encore, le nouveau mécanisme était encore dans les cartons. On en sait aujourd'hui un peu plus. Et donc, on va, sans plus attendre, commencer cette séance. Je rappelle pour ceux qui nous rejoindraient comment fonctionne l'Enéo Academy. On organise tous les mois, on a été un peu moins prolixe ces derniers temps, on s'en excuse, tous les mois, tous les 2 mois, une séance qui dure une demi-heure, questions et réponses inclus. Donc, normalement, si je m'organise bien, je ne parle pas plus de 20 à 25 minutes. Et ce forum, il est à l'attention des acheteurs d'énergie, il est à l'attention des gens qui travaillent chez des fournisseurs, des producteurs d'énergie, plus généralement à tous ceux qui s'intéressent à ces sujets. Le défi, c'est de trouver pour nous le bon compromis entre la clarté de l'exposé et comment dirais-je, la technicité nécessaire pour ne pas éluder le fond des problèmes que l'on aborde. Alors, pourquoi ce sujet? Là, la réponse est assez simple. Le nouveau mécanisme de capacité va démarrer dans quelques mois, le 1er novembre. On connaît à peu près tout de ce mécanisme. Ce qu'on ne sait pas, c'est comment il va se comporter, mais ça, on va le découvrir ensemble. Ce qu'on sait d'ores et déjà, c'est que ce nouveau mécanisme, il induit des changements, tant pour les consommateurs que pour les fournisseurs, et plus généralement pour ceux qui gèrent le système, parce que vous verrez que dans le cadre du nouveau mécanisme, les pouvoirs publics se sont arrogés un rôle important sur lequel nous allons revenir. Alors, les contours du nouveau mécanisme, on va en parler, mais je le dis en préambule, le mécanisme n'a pas fondamentalement changé sur le fond, c'est-à-dire que l'objectif du mécanisme de capacité, c'est de faire en sorte qu'il y ait suffisamment de capacité pour assurer la sécurité d'approvisionnement du système électrique. Et ce mécanisme de capacité, il a un coût. Ce coût, il est répercuté aux consommateurs en fonction de la contribution qui est la leur à la pointe du système, qui reste en France une pointe hivernale. Ça changera peut-être dans 20 ans, mais aujourd'hui, la pointe, la consommation en pointe, c'est une consommation qui se matérialise pendant les mois d'hiver. La nouveauté, c'est plus dans les modalités, puisque, comme on va le voir, il y a un acteur central, il y a 2 acteurs centraux dans ce mécanisme, qui sont des acteurs publics, la Commission de régulation de l'énergie, qui définit le besoin de capacité, et RTE, qui est le chef d'orchestre, et j'allais dire l'exécuteur, celui qui exécute, au sens littéral, le mécanisme. C'est RTE qui contractualise avec les exploitants de capacité, c'est RTE qui répercute via les fournisseurs aux consommateurs le coût de la capacité. Pardon. Voilà, si on compare un petit peu terme à terme l'ancien mécanisme et le nouveau, donc ancien mécanisme, qui est encore le mécanisme actuel jusqu'au 31 octobre, c'était un mécanisme qui était décentralisé, c'était au fond une sorte de marché sur lequel se rencontraient des exploitants de capacité et les fournisseurs. Le nouveau mécanisme, c'est un mécanisme qui est centralisé, avec une courbe de demande de capacité définie par les pouvoirs publics. Et voilà, côté acheteur, dans l'ancien mécanisme, donc le mécanisme actuel, chaque fournisseur achetait individuellement les garanties de capacité dont il pensait avoir besoin. Dans le futur système, dans le nouveau mécanisme, c'est RTE qui contractualise directement avec les exploitants pour le compte de la collectivité des consommateurs. Le prix, il était dans l'ancien mécanisme fixé par le jeu du marché, en quelque sorte, que ce soit un marché de gré à gré ou par des enchères. Dans le nouveau système, encore une fois, le mécanisme, il est centralisé, donc le prix, il émerge à l'occasion d'enchères régulières organisées par RTE, le prix des enchères étant lui-même encadré et plafonné. Et on verra qu'à la différence de
du mécanisme actuel, le prix donc, issu de cette enchère est un prix qui s'applique de manière uniforme à l'ensemble des consommateurs d'une part. Alors pour les exploitants, c'est un petit peu différent, mais en tout cas, par catégorie d'exploitants, le prix est uniforme. Enfin, les fournisseurs qui étaient l'acheteurs obligé et qui étaient un peu au cœur de l'ancien mécanisme continuent de jouer un rôle, qui est un rôle important, mais ils ne sont plus l'acteur du mécanisme au sens strict, puisque ce rôle est désormais dévolu à RTE. Alors, on essaie de représenter une timeline, une ligne du temps. Hein, c'est un temps circulaire, puisque ce mécanisme, on l'espère, il va durer longtemps. Donc, c'est un cycle qui est assez long, qui se déroule sur 4 ans. Hein, on l'a là représenté sous la forme d'une ligne. Donc, l'étape 1, quand on monte dans le manège, en quelque sorte, c'est l'évaluation du besoin. L'évaluation du besoin, c'est RTE qui détermine le volume de capacité nécessaire pour chaque hiver électrique, sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie. Il y a une étape 2 qui est l'étape de la certification. Les exploitants, ils soumettent leurs capacités éligibles à RTE. Les capacités, déjà de capacité de production, de capacité de stockage, de capacité d'effacement ou d'interconnexion, puisque la France a le privilège d'être largement interconnectée à ses voisins, Royaume-Uni, Belgique, Pays-Bas indirectement, Allemagne, Suisse, Italie et Espagne, donc des interconnexions qui ont des capacités limitées, mais qui permettent néanmoins d'assurer des flux importants en provenance de France vers l'étranger et de l'étranger vers le système électrique français. L'étape 3, c'est l'enchère. Alors, il y a 2 enchères. Il y a une enchère qui est l'enchère principale, qui a lieu donc, tous les ans, mais qui concerne la vente et l'achat de capacité pour l'hiver de l'année N+4, N+5. Et puis, il y a une enchère d'ajustement, qui est une enchère qui a lieu quelques mois avant l'hiver et qui permet d'ajuster à la fois les capacités et le prix. Enfin, il y a une dernière étape du mécanisme de contractualisation. Donc, c'est RTE qui achète les capacités, donc c'est lui qui signe les contrats d'engagement de disponibilité de capacité et qui verse la rémunération aux exploitants qui ont été retenus dans le cadre du mécanisme. Alors, l'évaluation du besoin. Encore une fois, dans l'ancien mécanisme, chaque fournisseur évaluait son besoin de capacité sur la base d'une prévision de ce qu'il pensait être ses ventes, en particulier de ses livraisons pendant la période hivernale. Ici, c'est la Commission de régulation de l'énergie, et RTE dans les faits, qui évalue annuellement le besoin de capacité, alors en fonction de différents paramètres, et notamment en fonction des scénarios de différents scénarios de consommation d'électricité. Alors, pour l'hiver prochain, qui est l'hiver 2026-2027, le scénario retenu est un scénario dit de décarbonation lente. Et par ailleurs, il y a un deuxième paramètre important pour caler le besoin de capacité, qui est l'évaluation de ce que les pays limitrophes, avec lesquels la France est interconnectée, donc ce que ces pays peuvent nous mettre à notre disposition pendant l'hiver. Et pour l'hiver 2026-2027, l'évaluation, c'est 14 250 MW, 14,25 gigawatts d'apport transfrontalier, donc en provenance des pays qui nous entourent. Et il résulte de cette hypothèse, de ces 2 hypothèses, un besoin de capacité évalué par la Commission de régulation de l'énergie à 79 gigawatts, 79 000 mégawatts. Alors, à titre de comparaison, on est allé voir ce qu'étaient les besoins de capacité sur la période 2018-2023, 2024. Et très clairement, le besoin de capacité a baissé. Alors, le besoin différait d'une année sur l'autre, mais on était aux environs entre 90 et 100 gigawatts de besoin de capacité. On n'est plus qu'à 79, donc il y a une baisse du besoin de capacité de l'ordre de 20%, alors qui est une baisse importante à relier à la baisse de la consommation d'électricité en France. Mais la baisse du besoin de capacité est plus important que la baisse de la consommation. On n'est pas sur moins 20%
de diminution de la demande en énergie. Vous avez tous en mémoire le mécanisme qui est encore celui dans lequel on vit, même s'il s'arrête le 31 octobre prochain. On avait des jours PP1. Là, on va avoir des jours PP, des signaux période de pointe. Alors, l'idée est à peu près la même. Ce signal, il sera émis en J-1 pour J, donc la veille pour le lendemain à 9h30. Il y aura au total 22 jours PP, 22 jours période de pointe, donc qui seront tous, ces jours, ça commence, la période concernée, c'est l'hiver électrique, donc du 1er novembre au 31 mars, 6 jours sur la période novembre-décembre, et puis 16 sur la période janvier, février-mars, qui est le cœur de l'hiver, avec une plage horaire qui va de 7h à 10h le matin et de 17h à 20h en soirée, donc soit 6 heures par jour, les jours ouvrés. Donc, je rappelle le mode de fonctionnement. Est-ce que pour les consommateurs, on va mesurer ce que les consommateurs consomment pendant ces jours période de pointe, et c'est sur cette base-là que le coût du mécanisme de capacité sera alloué aux différents consommateurs. Alors, par le truchement, ce sont les fournisseurs qui joueront, un peu comme aujourd'hui, le rôle de collecteur des fonds pour le financement de ce mécanisme. Certification des capacités, les choses n'ont pas fondamentalement changé. Pour pouvoir participer au mécanisme, une capacité doit être certifiée. La certification, elle est réalisée par un tiers, qui est on appelle un titulaire de périmètre de certification, alors qui peut être exploitant de capacité ou pas, mais c'est bien ce tiers qui réalise la certification. Et la certification, elle est accordée par les gestionnaires de réseau, donc par RTE pour les capacités qui sont raccordées au réseau public de transport, par Enedis et les entreprises locales de distribution pour les capacités qui sont accordées au réseau public de distribution. Le calendrier, pour finir, de certification, c'est un calendrier, le guichet de certification, c'est février-mars de l'année N, pour l'hiver, N+4, N+5. Alors, ce qui pose un problème pour les capacités qui sont en cours de développement, c'est pour ça qu'il y a un mécanisme spécifique qui s'applique aux nouvelles capacités, celles qui seraient développées entre la fin de l'année N et le début de l'année N+4. Il y a un mécanisme qui permet aux nouvelles centrales de se faire certifier, d'être certifiées. Les enchères RTE, donc l'enchère principale, elle intervient, je l'ai dit, 4 ans avant la période de livraison. Donc, l'électricité, on le sait, c'est le temps long, mais 4 ans, c'est vraiment long. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut se projeter sur 27, je compte avec mes doigts, 28, 29, 30, c'est 30, 31. Donc, 30, 31, il y a... on n'a pas une vision parfaite, loin s'en faut, de ce que seront à la fois la consommation d'électricité, le profil de consommation, et puis le parc de production. On se doute que le nucléaire sera toujours là, mais on ne connaît pas forcément son taux de disponibilité. Et puis, il y a forcément des incertitudes qui entourent le développement des moyens de production renouvelables, éoliens, solaires, de même que les capacités que sont susceptibles de mettre à notre disposition les pays limitrophes sont des choses qui peuvent évoluer significativement dans les pays concernés. Je pense notamment à l'Allemagne, qui a un programme de développement de centrales à cycle combiné important à l'horizon 2030. Ça pourrait changer la donne. C'est pour ça qu'il y a une enchère dite d'ajustement qui a lieu quelques mois avant, qui permet aux nouvelles centrales, aux centrales nouvellement mises en service, de participer à l'enchère et qui permet de rejouer en fait la prévision de manière à être ajustée le mieux possible à la situation qui prévaudra pendant l'hiver. Alors, le dispositif transitoire, il y aura sans doute des questions, mais le système, il commence
au 1er novembre 2026. Le nouveau système. Ce qui veut dire que l'ancien système, il se termine le 31 octobre. Et que donc, voilà, les capacités pour l'année 2026, pour l'hiver 2025-2026, alors on peut encore en acheter, hein, mais le mécanisme, il est derrière nous, en hiver 2025-2026. Il a commencé le 1er novembre et il s'est achevé le 31 mars. Le 1er novembre 2026, on rentre dans le nouveau mécanisme. Il y aura une enchère cet été, je n'ai pas encore la date, juin, début juillet ou au courant du mois de juillet, je pense plutôt la première quinzaine. On connaît déjà les 2 prix plafonds qui viendront encadrer en fait le prix résultant des enchères. Alors il y a 2 plafonds. Il y a un plafond global qui est un plafond qui a été fixé par la Commission de régulation de l'énergie à 72 000 € par mégawatt pour l'hiver prochain. Et il y a un prix plafond dit intermédiaire qui vient encadrer la rémunération des capacités existantes, fixée là aussi par la Commission de régulation de l'énergie, à 15 000 € par mégawatt. Alors ces chiffres, comment on les explique? Je ne vais pas faire un calcul devant vous, mais 72 000 € par mégawatt, ça correspond au coût d'investissement annualisé, au coût d'investissement de développement d'une centrale à cycle combiné au gaz, qui est aujourd'hui en Europe le moyen de production type pour couvrir la consommation d'électricité en moyenne de pointe. Et donc, c'est le coût d'investissement dans une centrale neuve. Il était normal, en tout cas, c'est comme ça que les pouvoirs publics ont vu les choses, d'avoir un prix plafond plus bas pour les capacités de production existantes, puisque ces capacités sont pour partie amorties. Donc, voilà, le calcul qui fait qu'on passe de 72 kg à 15 kg est un calcul complexe, mais l'idée générale, c'est d'intégrer finalement l'âge moyen du parc de centrales existantes et le fait que ce parc est pour partie amorti. Alors, bien évidemment, le prix de la capacité, alors on pourrait faire, certains de nos confrères font des concours, on aurait pu, vous pouvez voter à main levée, enfin en tout cas utiliser le chat pour nous donner votre opinion sur ce que sera le prix de la capacité pour l'hiver prochain. En tout état de cause, ce prix, lui, ne sera connu qu'à l'issue de l'enchère. Comment tout ça se répercute aux consommateurs? Alors, on pourrait faire un petit calcul de coin de table. Alors, il n'est pas complètement vrai, mais imaginons que l'enchère sorte à 15 000 €, d'accord, au prix plafond le prix plafond intermédiaire, le prix plafond qui vient rémunérer les capacités existantes. La CRE évalue le besoin de capacité à 79 000 MW, on va arrondir à 80 000 MW fois 15 000 € par mégawatt, ça fait, si je ne me trompe pas, 1,2 milliard €. Et en première approximation, on va considérer que la consommation d'électricité en France est de l'ordre de 400 TWh. Ça ferait, mais c'est une estimation à la louche, environ 3 € par mégawattheure. En fait, c'est plus compliqué que ça parce que d'abord, rien ne dit que le prix qui sortira de l'enchère sera de 15 000 € par mégawatt. Et par ailleurs, comment dirais-je, la clé de répartition, c'est la consommation à la pointe, et non pas la consommation moyenne, mais ça donne, si vous voulez, un ordre de grandeur. Les consommateurs, alors comment ça se passe de manière simple? En fait, simple. En tout cas, sur le papier, RTE, lui, va évaluer pour chacun des fournisseurs ce que seront leurs besoins de capacité sur la base de données historiques relatives à chacun des fournisseurs. Et donc, le coût, finalement, du mécanisme, de l'achat des 79 000 MW de capacité, il est réparti entre les différents fournisseurs sur la base d'une quote-part reflétant l'historique des livraisons de chacun des fournisseurs. Et ensuite, les fournisseurs, eux, répercutent ce coût
on imagine à l'euro, à leurs clients. D'accord ? Vraisemblablement, mais ça, chaque fournisseur est libre de la formule qu'il utilisera pour facturer la capacité, mais on peut imaginer que, en tout cas pour les clients d'une certaine taille, la contribution des clients à la pointe du système, c'est-à-dire leurs appels de puissance pendant les jours, période de pointe, servent de clé de répartition pour la répercussion du coût du mécanisme, ce qui veut dire que un restaurant sur une plage sur la Côte d'Azur en France ou en Corse ne paierait pas de capacité. Voilà. Et les gestionnaires de réseau seront redevables devront payer au titre de la capacité sur la base des pertes techniques sur leur réseau. Voilà comment ça se trame. Donc voilà, on récapitule le fonctionnement. Lors de chaque enchère, RTE établit un prix d'équilibre qui permet d'équilibrer l'offre de capacité et la demande de capacité. Ce prix, c'est le prix marginal, c'est le prix du dernier vendeur de capacité retenu. Le coût total, il est donc calculé par RTE, validé par la Commission de régulation de l'énergie, ou plus tard le 1er novembre, et ce coût, il est ensuite réparti, comme je l'ai indiqué, par RTE entre les différents fournisseurs, en fonction, encore une fois, de ce que l'on prévoit, de ce que seront leurs livraisons pendant l'hiver, puis répercuté par les fournisseurs aux clients. Chaque contributeur sera facturé, donc les fournisseurs par RTE, sera facturé donc 2 fois, 2 factures estimatives en début et en fin d'hiver, et une facture de régularisation qui sera émise alors plusieurs mois après la fin de l'hiver. Donc on aura, comme dans le système actuel, un jeu un peu compliqué de factures estimatives et de régularisation. Il me reste 3 minutes, donc je vais vite. Encore une fois, chaque fournisseur, et je vous engage à vous rapprocher de votre fournisseur, est libre. La réglementation ne dit rien sur la manière dont les fournisseurs répercuteront à leurs clients le coût du mécanisme. On peut néanmoins tirer des enseignements de ce que l'on a connu dans le cadre du mécanisme actuel et imaginer que pour les grands consommateurs, on aura une facturation mensuelle de la capacité sur l'hiver, donc de novembre à mars, en euros par mégawatt, soit directement sur la base de la puissance en fait appelée pendant les jours période de pointe, soit sur la base d'une puissance estimée avec un mécanisme de régularisation ex post. Et puis pour les petits consommateurs, une facturation elle aussi mensuelle sur la période hivernale, novembre à mars. Alors, pas forcément et il n'y aura pas forcément de régularisation, le montant étant exprimé en euros par mégawattheure. Alors, on discute, nous, avec de nombreux fournisseurs, ils travaillent encore à la rédaction des clauses qui, comment dirais-je, gouverneront dans les contrats la question de la capacité. Et donc, il faut s'y attendre. Vous, consommateurs, vous recevrez de vos fournisseurs, vous avez reçu des avenants qui viendront régler vos relations sur cette question, puisque le mécanisme change et les fournisseurs, et c'est normal, répercutent le changement de mécanisme. Voilà, écoutez, j'ai rempli, je ne sais pas si j'ai été clair et complet, mais en tout cas, j'ai rempli une partie du contrat qui était le mien, puisqu'il est 16h24 et j'ai terminé mon exposé. Alors, il y a des questions, je les lis. Pouvez-vous vous présenter la méthode d'application des gradients et des températures pour les sites thermosensibles? Oula, question. Alors, Jérémy, c'est une question qu'on abordera peut-être en dehors de ce. On va vous répondre en dehors de cette séance. Il y a, de manière plus générale, il y a des questions sur mais comment RTE calcule-t-il, évalue-t-il
la puissance appelée pendant la période hivernale. Alors, je vais faire une réponse qui n'en est pas une, mais c'est son métier. C'est-à-dire que RTE, et avant lui EDF, ils font ça depuis toujours. C'est le travail d'un gestionnaire de réseau que de savoir comment la consommation se comporte pendant ces heures-là. Je rappelle qu'RTE, il gère le mécanisme de capacité, mais il est responsable de l'équilibre offre-demande à tout moment. Donc, voilà, c'est effectivement un travail complexe, c'est une chaîne de modèles compliquée qui permet d'évaluer ce que sera la demande de capacité. Et quelque part, c'est là effectivement qu'on applique des méthodes de gradient pour mesurer l'impact de la consommation des titres thermosensibles sur la consommation en hiver. Qui va publier le prix de l'enchère de juin 2026, RTE, la Creux ou EPEX Spot? Je crois que c'est la Commission de régulation de l'énergie. Ou RTE. RTE, me dit-on. Vous voyez, je ne sais pas. Mais à mon avis, ce n'est pas EPEX Spot. Oui, c'est bien RTE. Alors, est-ce qu'il y a une coexistence des deux mécanismes? Non. Alors, pour nous, très clairement, non. C'est-à-dire que pour nous, l'ancien système, il s'arrête le 31 octobre. D'accord? Et donc, la capacité au titre de 2026, elle a déjà, enfin, de 2026, de l'hiver 25-26, elle est derrière nous. Alors, on peut acheter de la capacité après, l'hiver, mais le système, il est terminé, en fait. Il est terminé. On pourra continuer à acheter de la capacité l'année prochaine au titre de cette année, mais je veux dire qu'on bascule bien au 1er novembre sur le nouveau mécanisme. Alors, on nous pose une question, comment s'assurer que les fournisseurs répercuteront le coût du mécanisme à l'euro? On a déjà eu cette... Alors, c'est une très bonne question. On a déjà eu... Enfin, cette question, elle s'est déjà produite. Je pense que vous n'avez pas oublié l'Arenh. En tout cas, tout le monde n'a pas oublié l'Arenh. L'Arenh, c'était pareil. C'est-à-dire qu'il y avait des règles d'allocation d'Arenh, mais le droit à l'Arenh, c'était un droit dévolu aux fournisseurs. Et en fait, la concurrence, et puis, comment dirais-je, voilà, les fournisseurs font bien leur boulot. Donc, la très grande majorité des fournisseurs fait bien son travail. Et donc, les fournisseurs, effectivement, n'ont pas vocation à répercuter, à gagner de l'argent sur ce mécanisme. Et dans le cas de l'Arenh, je ne dis pas que certains ne l'ont pas fait, mais la grande majorité des fournisseurs ont à peu près joué le jeu. Maintenant, voilà, chaque client doit être vigilant et en fait, on sait, c'est un peu compliqué bien sûr, mais un client un peu outillé peut recalculer ce qu'il coûte au système en termes de capacité, parce qu'il a accès à sa courbe de charge, il connaît les jours, période de pointe, il connaît les heures, il connaît les règles, d'accord? Donc, à condition d'y consacrer un tout petit peu de temps, mais on parle de 2 heures, il peut refaire ce calcul et challenger, si c'est nécessaire, son fournisseur quand on a le sentiment qu'il ne fait pas bien son boulot. Alors, on me redemande d'expliquer le 72 000 et on me demande si ce sera la dernière question parce qu'il est 16h29. Est-ce que 72 000 euros par mégawatt a vocation à durer? Non, a priori, il ne s'applique que pour l'hiver 26-27. Je ne dis pas que ça ne sera pas reconduit, mais en tout cas, les textes, ils obligent la Commission de régulation de l'énergie à communiquer un prix plafond pour l'hiver à venir. Encore une fois, on prend le coût d'investissement d'une centrale à cycle combiné, d'accord? On amortit, ce n'est pas un amortissement linéaire, c'est un amortissement économique, mais peu importe, on amortit le coût d'investissement de cette centrale sur la durée de vie d'une centrale, prenons 20 ans, et donc en première approximation, si vous voulez, on divise par 20, même si c'est un peu plus compliqué que ça dans la vraie vie, et ça nous donne les 72 000 euros dont je parlais. Comment on passe du 72 000 au 15 000 on y répondra par écrit parce qu'il est 16h30 et il faut qu'on respecte un horaire. Merci à tous, à toutes et à tous pour votre participation. Vous étiez nombreux. On espère avoir été clair. Vous pouvez nous contacter
par tout moyen pour nous demander les précisions que vous avez envie d'obtenir. À très bientôt. Normalement, le prochain numéro d'Elenio Academy, alors de début juillet, hein, je ne sais pas si c'est le 1er ou le 1er juillet de mois ou le 2 juillet, consacré à un sujet qui devrait vous intéresser, qui sera consacré aux batteries. De l'idée de 1er juillet. Voilà, à bientôt, au revoir.